Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle David Lafitte, je suis le responsable du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires de l'Office français de la biodiversité. Et aujourd'hui, je me fais un peu le porte-parole du collectif régional et notamment de l'Adréal qui est copartenaire sur cette initiative. Mais il y a également la région, l'agence de l'eau, l'OFB et puis ainsi que tous les opérateurs de l'agence régionale de la biodiversité d'Auvergne-Rhône-Alpes qui depuis le début de sa création en février 2024 et avait été même avant se mobilise pour favoriser la plus grande intégration de la biodiversité possible dans nos actions collectives, voire individuelles, au travers de programmes d'initiatives que nous soutenons ensemble. Le temps d'échange que nous vous proposons va se focaliser sur deux outils de notre plan régional d'action biodiversité qui s'adresse de façon un peu élective et préférentielle aux collectivités. Les territoires engagés pour la nature, 29 en aura qui représentent à peu près 40% de la région depuis leur création en 2020, et les atlas de la biodiversité communale qui sont plus connus, 36 en cours, mais bien plus déployés encore puisque de création 2010. Alors, on va les aborder au travers de la gestion écologique de leurs espaces. Et l'approche de ce webinaire qui a été privilégié volontairement et voulu va se faire comme plutôt une opérationnelle et pragmatique, enrichie de retours d'expérience et de partage de pratiques efficientes, effectives, que nous espérons vont enrichir notre réflexion et peut-être nous inspireront. Alors pour ce faire, nous avons sollicité l'expertise de la Fredon, en la matière, d'Arthropologia sur les insectes pollinisateurs et des collectivités, Montbrison, Saint-Martin-du-Riage, Sainte-Florine, pardon, les Vals du Dauphiné et le syndicat interdépartemental de gestion de la Lannion et de ses affluents, que je remercie sincèrement pour le partage de leur expérience. Voilà, je vous remercie, bon webinaire. Christophe, je te redonne la main bien volontiers. Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, sur ce programme qui normalement devait commencer à 9h30, nous aurons une première partie de présentation sur ce que c'est que la gestion écologique des espaces extérieurs, avec cette idée que c'est une démarche globale. Et on fera une ouverture sur le lien avec les pollinisateurs dans cette gestion écologique des espaces extérieurs. Et puis, comme l'a rappelé David Lafitte, il y aura une série de témoignages. On a fait la part belle aux témoins. Et donc, cette partie-là sera la partie la plus importante avec des échanges que nous prévoirons avec ces témoins. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions pour pouvoir accéder à ces informations. Et enfin, on aura un point de conclusion de la part de l'OFB avec un programme qui devrait se terminer à 12h si tout va bien. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et la première partie de cette présentation, de ces échanges, vont concerner déjà l'approche globale qu'on doit avoir quand on met en place une gestion différenciée. Je vais vous partager mon écran et je vais tenter de vous donner les éléments concernant cette approche globale qu'on doit avoir quand on met en place une gestion écologique des espaces extérieurs. Bon, la première des choses, j'ai dit la gestion écologique des espaces publics, c'est une démarche globale. Oui, c'est une démarche globale. On ne peut pas améliorer l'entretien d'un espace de la collectivité sans le réfléchir globalement avec tous les autres espaces de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la gestion différenciée. On va entretenir de façon différente les différents espaces de la commune en fonction des différents types de sites, et puis d'une réflexion globale qui doit permettre de gérer l'ensemble des espaces de façon à gagner du temps, à optimiser l'entretien, à gérer l'ensemble des bons résultats et d'avoir un rendu qui soit acceptable. Et pour cela, il y a 4 thématiques techniques qu'il faut avoir en tête dans cette gestion différenciée des espaces publics. 4 thématiques qu'il faut prendre en compte dans l'organisation de l'entretien de l'ensemble de ces espaces.
Il y a bien sûr le zéro phyto, puisque c'est la règle aujourd'hui sur la majorité des espaces publics. Donc, respecter le zéro phyto, et ce n'est pas si facile. Vous savez, Frodon, on vous a beaucoup soutenu, accompagné sur cette démarche pour aller vers le zéro phyto avec des communes volontaires pour dépasser la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation est en place et ce n'est pas si facile pour certaines collectivités de respecter le zéro phyto. Il y a l'obligation aussi de réduire à la source et de gérer à la source les biodéchets, notamment les déchets verts. Et donc, dans cette réglementation, il y a cette obligation-là, mais ça rentre en compte. Et donc, forcément, réduire les déchets verts, mieux les gérer, fait partie aussi de cette gestion différenciée. Il y a aussi l'obligation dans cette démarche, alors pas avec une obligation réglementaire, mais il y a des contraintes, notamment en termes par exemple, d'arrêter sécheresse, de mieux gérer l'eau. Mieux gérer l'eau, ça veut dire moins consommer d'eau pour tout ce qui concerne l'arrosage, l'entretien des espaces extérieurs, mais aussi mieux gérer l'eau, c'est infiltrer partout où c'est possible l'eau de pluie de façon à recréer des espaces qui vont être végétalisés et qui vont permettre une amélioration du cadre de vie et notamment, avec cette désimperméabilisation, végétalisation, apporter de la fraîcheur et limiter les inondations puisqu'on va infiltrer l'eau sur place. Et enfin, dernière thématique technique importante qu'il faut prendre en compte et qui est directement liée avec les autres, c'est favoriser la biodiversité. Et en fait, quand on va faire du fauchage tardif pour mieux gérer les déchets verts, on va accueillir des pollinisateurs, on va accueillir des insectes autres qui vont favoriser cette biodiversité. On va avoir une taille douce des arbres et des arbustes qui vont favoriser cette biodiversité. Tout ça est complètement reliés et ces 4 thématiques techniques vont ensemble. C'est vraiment une démarche globale. Je vais rajouter une 5e thématique qui n'est pas directement une action technique, mais qui est nécessaire pour pouvoir arriver à aller dans cette démarche de gestion écologique des espaces extérieurs. C'est forcément communiquer auprès des administrés, auprès des habitants, auprès des touristes, auprès des différents acteurs que vous allez rencontrer pour faire accepter ces nouveaux modes d'entretien. Et puis aussi pour enclencher une dynamique collective positive et encourager les administrés à aller dans cette démarche, eux aussi, sur leurs espaces. Bien, alors quelques exemples pris à la volée de cette démarche globale. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Néanmoins, vous savez qu'on est à votre disposition pour pouvoir répondre à ces questions-là et vous apporter des compléments techniques que je vous mettrai dans le fil de discussion de façon à ce que vous puissiez retrouver des éléments. Le zéro phyto pour cette première thématique, avec notamment là l'entretien de la voirie, où finalement la végétation spontanée trouve plus de place et les outils utilisés aujourd'hui ne permettent pas de contenir complètement la végétation, mais justement, il va falloir accepter et gérer autrement, comme on le voit sur ces photos, la végétation spontanée. La végétation spontanée peut apporter, si on la laisse s'exprimer, apporter un atout esthétique. Et là, c'est le cas. Sur ce passage-là de petite route, alors il n'y a pas de trottoir, c'est un inconvénient, mais cette plante qui est Centranthus rubère a poussé spontanément et les agents communaux ont laissé pousser les plantes qui étaient intéressantes et qu'ils trouvaient intéressantes pour apporter de l'esthétique. Donc, on peut avoir aussi cette végétation spontanée valorisée. On a d'autres situations qui ont amené, dans le cadre du zéro phyto, à verdir, à enherber des surfaces perméables, et notamment dans les cimetières, avec un entretien qui va être différent. Plutôt que de désherber, on va semer les végétaux adaptés et avoir un rendu qui va être celui qu'on voit tout de suite. On voit entre la photo en haut et la photo en bas, c'est le avant-après. Et maintenant, l'entretien se fait avec la tondeuse. Et avec finalement moins de temps passé, on a un rendu qui reste acceptable, voire même qui est très apprécié par les administrés. Autre thématique, je vous ai parlé des déchets verts. On a cette obligation de gérer les biodéchets à la source et donc réduire au maximum la production de déchets verts. Vous avez les guides qui apparaissent ici, je vous les mettrai dans le fil de discussion tout à l'heure, qui rappellent l'ensemble de ces leviers qui permettent de réduire la production de déchets verts, déjà de tondre plus haut, qui permet largement de réduire la quantité de déchets de tonte
Donc là, il y a ces éléments-là, tout en ayant, vous le voyez sur le schéma qui est en bas, qualité de gazon qui va être bien meilleure avec finalement la présence de beaucoup plus de graminées. On peut aussi réduire la production de déchets verts en laissant sur place, pour ce qui est des déchets de tonte, en ayant l'outil qui va bien pour faire du mulching. Je ne rentre pas dans le détail, dans le guide technique que je vous mettrai dans le fil de discussion, vous pourrez aller dans ce détail-là. Et les témoins en parleront peut-être, avec notamment sur la réduction de la tonte, des déchets de tonte, le fauchage tardif, avec cet entretien extensif des zones végétalisées, qui peut apporter aussi un attrait esthétique, et on le voit bien, le lien aussi avec la biodiversité. Cet entretien extensif peut être géré autrement, avec du fauchage géré par des agriculteurs qui peuvent intervenir sur la collectivité, voire même de l'éco-pâturage. On le voit ici avec les animaux qui gèrent la tonte, et finalement, on n'a plus de déchets de tonte. Soit la tonte est valorisée, enfin la fauche est valorisée avec des bottes de foin, soit c'est les animaux qui la consomment. Dans cette idée de réduire la production de déchets verts, il faut choisir des végétaux adaptés en fonction des espaces. Et on va choisir des végétaux qui vont demander le moins d'entretien possible et moins de taille possible. Et puis surtout, si on est avec des annuels, il va falloir, avec du fleurissement annuel, il va falloir régulièrement changer les plantes. Là, avec des vivaces, comme on le voit sur cette photo, on va laisser les plantes en place et elles vont fleurir tous les ans, avec un rendu qui va être différent, bien sûr, mais qu'il va falloir faire accepter et accepter. Et puis dans la taille des arbres et des arbustes, et notamment là des arbustes, on voit qu'on peut avoir des situations différentes entre la photo de gauche où la taille des arbustes est nécessaire parce que c'est des arbustes qui doivent grandir beaucoup plus, et donc il va falloir les rabattre régulièrement pour laisser passer les voitures pour avoir une bonne visibilité. Là, on est clairement sur une situation qui n'est pas adaptée à un entretien sobre. On passe beaucoup de temps et en plus on produit beaucoup de déchets verts. Et le résultat est peut-être pas complètement satisfaisant. On voit sur la photo de droite, par contre, que le choix a été fait d'un entretien extrêmement sobre avec ce Lonicera rampant qui va finalement être taillé une fois de temps en temps avec la branche qui dépasse un peu plus, coupée au sécateur, et finalement un entretien extrêmement sobre et une production de déchets verts extrêmement réduite. La taille des arbres et des arbustes, de toute façon, c'est toujours cette idée de choisir le bon végétal au bon endroit. Et donc d'avoir l'espace nécessaire pour les arbres et les arbustes pour que ces végétaux puissent s'exprimer librement et qu'à taille adulte, ils auront la place pour pouvoir s'exprimer sans avoir à intervenir très régulièrement et produire donc des déchets verts. Ça peut donner ça, le bon végétal au bon endroit, avec un entretien extrêmement sobre et malgré tout, avec des végétaux qui peuvent vraiment s'exprimer, apporter de la floraison, apporter du feuillage et donc avoir un rendu qui peut être tout à fait satisfaisant du point de vue esthétique. Il y a cette thématique importante qui est mieux gérer l'eau que j'ai déjà un peu évoquée. Et là, on voit l'exemple du paillage des végétaux pour limiter la consommation d'eau pour l'arrosage. C'est une des techniques importantes. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les techniques qui permettent de réduire l'arrosage, mais ce sont des éléments importants. Et puis, il y a toute cette réflexion qu'on doit avoir sur la gestion des eaux pluviales. Et là, avec l'exemple qu'on voit ici, un parking végétalisé qui permet d'infiltrer au niveau des voitures, mais aussi avec une noue, c'est-à-dire une sorte de fossé naturel, enherbé, végétalisé, qui va permettre de ralentir les écoulements, mais aussi permettre surtout l'infiltration, là où elle se trouve, de l'eau pluviale, favorisant aussi un cadre de vie plus agréable avec un rafraîchissement de l'espace et donc un tampon des températures extrêmes. Si on parle de biodiversité, tout étant lié, parler de laisser pousser la végétation, là c'est le cas sur cette photo, on laisse pousser les végétaux spontanés qui vont accueillir différents animaux, petits animaux, insectes et petits animaux, et qui vont pouvoir favoriser cette biodiversité. Donc finalement, la végétation spontanée qu'on va laisser pousser, qui en plus apporte un peu d'esthétique ici, va pouvoir être un levier de biodiversité. Et globalement, toutes les actions qu'on a évoquées tout à l'heure contribuent à accueillir la biodiversité dans ces espaces-là, en favorisant notamment la trame verte qui permet le passage de ces différents petits animaux et insectes
d'un espace à un autre. Et puis, dans la gestion de la biodiversité, bien sûr, il y a la gestion des espèces exotiques envahissantes. Et vous nous connaissez, Fredon, souvent pour venir vous parler des espèces exotiques envahissantes, notamment des espèces à enjeu pour la santé humaine. C'est un élément important. Et là, on a un exemple, ce n'est qu'un exemple, mais de gestion des renouées asiatiques par des chefs pour essayer de limiter la présence de ces espèces exotiques envahissantes. Enfin, pour conclure, il est nécessaire de communiquer pour pouvoir bien faire passer les messages. Et quelques exemples. Là, l'hôtel à insectes, il est clairement pour, non pas pour accueillir la biodiversité, mais pour communiquer auprès des habitants sur les efforts que vous faites en termes de biodiversité. Et puis, j'ai pris un autre exemple, l'idée de semer des fleurs sauvages, donc des végétaux locaux qui ont été récupérés, qui vont pouvoir se démultiplier sur l'espace public de façon à favoriser la présence de la végétation spontanée. On est bien là sur un outil de communication qui invite les particuliers à s'impliquer dans cette démarche. Bien, il me semblait important qu'on ait ce tour d'horizon. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de l'action. Je vais laisser Arthropologia présenter une ouverture sur les pollinisateurs, mais avant, juste faire un petit tour d'horizon de comment on a accompagné en 2025 la douzaine de collectivités qui ont été volontaires pour être conseillées techniquement sur cette démarche en 2025, sur la gestion écologique des espaces extérieurs, avec 3 leviers pour pouvoir apporter ce conseil technique. La première, un diagnostic conseil individualisé avec un de nos collègues paysagistes qui est venu vous voir et qui est venu faire le tour de la commune sur une journée pour voir comment vous faisiez, et la commune ou l'intercommunalité, et proposer des solutions. Ces solutions ont été proposées, présentées lors d'une autre réunion, présentées aux élus, aux agents techniques, discuter avec eux sur des propositions d'amélioration visant à une meilleure gestion écologique des espaces extérieurs. Et ce bilan des propositions a été transmis après sous forme de rapport simplifié qui vous permet de pouvoir avancer. On a fait aussi sur une deuxième type de conseil des réunions d'échange technique à l'échelle intercommunale à l'attention des élus, des agents techniques, des collectivités de l'intercommunalité, de façon à partager les expériences déjà obtenues par des communes déjà impliquées. Et puis, troisième moyen pour vous apporter du conseil et du retour d'expérience, c'est ce webinaire aujourd'hui auquel vous participez et vous êtes au bon endroit pour pouvoir partager ces éléments. Je vous ai mis la liste des collectivités qui ont été volontaires en 2025 pour être accompagnées et bénéficier de ce conseil-là. Et parmi ces collectivités, certaines ont accepté d'être témoins de ce qu'ils mettaient en œuvre sur leur collectivité. Bien, avant que nous allions demander à ces témoins de nous présenter ce qu'ils ont déjà mis en œuvre, je voulais qu'on puisse faire une petite ouverture sur les pollinisateurs. On a parlé de gestion écologique et cette gestion écologique, elle a pour vocation d'accueillir un peu plus de biodiversité et notamment les pollinisateurs. Je passe la parole pour cela à Frédéric Viguienne de Arthropologia. Je me présente rapidement, donc Frédéric Viguienne, moi je travaille à Arthropologia là, depuis un petit bout de temps maintenant, depuis 16 ans, je fais un petit peu partie des meubles maintenant. Et donc là je suis là avec vous aujourd'hui, donc je travaille sur les pollinisateurs, beaucoup sur les abeilles, depuis quelques années là. Et là je suis plutôt avec ma casquette d'animateur de la déclinaison du plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation. Et donc, je viens vous parler un petit peu des enjeux de mettre en place des actions pour ces pollinisateurs, des leviers, des freins, des fausses bonnes idées, et tout ça en 10 minutes. Donc, je vais essayer d'être rapide mais clair. Alors, rapidement, du coup, pour les pollinisateurs, donc les pollinisateurs font partie, en France, en tout cas en grande majorité, des insectes. Il faut savoir que les insectes ont évidemment bien d'autres rôles extrêmement importants dans nos systèmes écologiques, et notamment dans les espaces verts, en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, puisqu'ils vont jouer un rôle primordial dans le recyclage de la matière organique, la décomposition, dans la régulation. Notamment, on a parlé de problématiques d'espèces exotiques envahissantes qui existent aussi chez les insectes et qui vont être régulées souvent par d'autres insectes.
Nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ça va être du coup la fonction de pollinisation, bien que la grande majorité des larves de pollinisateurs vont jouer des rôles importants aussi dans la régulation ou dans le recyclage de la matière organique. Donc, vous voyez bien que tout ça est lié. Voilà, donc rapidement, donc, si on survole les pollinisateurs, donc, on va surtout parler de 4 ordres principaux. Alors, c'est des noms un petit peu barbares, hein, les noms latins des bestioles. Si vous parliez latin et grec ancien, au final, ça sera assez clair. Mais on a 4 grands groupes principaux qui vont polliniser. Voilà, donc premier groupe que je vais vous présenter, c'est les lépidoptères. Donc, alors pareil, si vous décomposez le nom, c'est assez facile à comprendre, hein. Ptère, ça veut dire aile. Et ce qui a marqué à côté des ailes, c'est comment se sont transformées les ailes chez ces insectes. Là, on est chez lépidoptères, donc ptère, aile, lépido, écailles. Donc, c'est des insectes qui ont des écailles sur les ailes. Souvent très colorés chez les papillons de jour, hein, que vous connaissez assez bien. Alors, les papillons de jour représentent environ 250 espèces en France. Celles que vous connaissez un petit peu moins, c'est les papillons de nuit. Donc, c'est la diapo d'après. Hein, les papillons de nuit, eux, c'est plus de 5000 espèces, 5600 espèces en France. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à essayer de comprendre et de voir ce qu'on connaît, ce qu'on voit et pas ce qu'on ne voit pas. Hein, il faut savoir que l'essentiel de l'activité écologique des animaux se passe la nuit, et c'est le cas notamment des papillons de nuit, qui sont des pollinisateurs très importants mais sous-estimés, et qui vont entraîner un petit peu des aberrations, comme par exemple l'interdiction de traiter en milieu agricole sur les champs en journée pour essayer de sauver les abeilles de ruche. Sachant que finalement, pour certaines cultures, c'est essentiellement les papillons de nuit qui les pollinisent. Et quand on va du coup pulvériser la nuit, ben, on tue tous ces pollinisateurs avec une grosse baisse de rendement. Donc voilà, pas sous-estimer ces insectes et ces acteurs qui jouent la nuit et qui ont des rôles très importants. Donc là, on avait lépidoptères. Deuxième groupe du coup d'insectes qui vont jouer un rôle très important dans la pollinisation, ça va être les diptères. Donc là, encore une fois, ptère, ça veut dire aile, di, ça veut dire deux. Donc les insectes qui ont qu'une paire d'ailes, qui ont deux ailes. Hein, donc on parle bien des mouches. Alors là encore, les mouches ont un rôle assez intéressant dans la pollinisation, notamment pour certaines espèces qui sont très poilues. Hein. Vous voyez là parmi les photos, une photo d'une mouche qui ressemble beaucoup à un bourdon, hein, qui va transporter beaucoup de pollen. Et qui plus est, chez les mouches, c'est vrai qu'on a des larves qui ont des rôles écologiques extrêmement importants. Alors vous, dans les espaces verts, vous avez très certainement entendu parler des cirfes, hein, qui ont un rôle extrêmement important dans la régulation des pucerons. Donc souvent chez les insectes, quand on parle d'auxiliaires, ça va être souvent les larves. Hein, c'est les larves qui sont prédatrices et qui vont s'attaquer à d'autres insectes. Et les adultes sont souvent des pollinisateurs, donc qui dépendent du coup des fleurs, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc c'est extrêmement important d'attirer ces pollinisateurs si vous voulez attirer en parallèle du coup les auxiliaires. Troisième groupe, les coléoptères. Alors souvent un peu moins appréciés du coup dans les jardins. Donc coléo, étui, donc les ailes, les insectes qui ont une première paire d'ailes qui font un étui, une carapace, donc les scarabées, etc. Et chez les coléoptères, on a beaucoup de pollinisateurs. Alors c'est souvent aussi des floricoles qui vont aller brouter les fleurs. Donc c'est vrai qu'en espace vert, des fois ça va nous embêter, ça va venir grignoter nos pivoines et nos jolies fleurs. Hein, pour autant, là encore, un rôle dans la pollinisation qui peut être très important, notamment pour certaines plantes, et puis des larves qui ont des rôles écologiques extrêmement importants, notamment dans la dégradation de la matière organique, avec ces fameuses larves de cétoine que vous avez dans les composts, hein, qui jouent un rôle primordial. Et moi, je vais faire un petit zoom sur un groupe qui est un peu moins connu, même si on en parle, il est très peu étudié, très peu connu, qui est le groupe du coup des hyménoptères. Alors là-dedans, vous avez plein de mal-aimés, hein, notamment les guêpes, les frelons, etc., qui ont pourtant, encore une fois, des rôles écologiques extrêmement importants. Hein. Il faut savoir que le frelon, lui, est protégé en Allemagne. Hein. Les guêpes, en général, c'est les charognards par excellence du monde animal. Donc, qui dit plus de guêpes, dit des proliférations de bactéries, de maladies sur les cadavres d'insectes et d'animaux. Hein, mais nous, là, on va parler plutôt des adultes qui, eux, ont un rôle important dans la pollinisation, que ce soit les guêpes ou que ce soit la slide d'après, les abeilles. Voilà, encore une fois, peu connu. Hein, donc là, chez les abeilles, on a 1000 espèces d'abeilles en France. Donc, généralement, la plupart des gens en connaissent qu'une de ces espèces, donc l'abeille de ruche qui fait du miel, qui a un rôle intéressant pour nous en termes de production, mais souvent qui n'est pas le pollinisateur le plus efficace et qui va certainement pas aller polliniser toute la diversité des fleurs qu'on a dans nos jardins et dans nos espaces verts. Donc là, je vais zoomer un petit peu plus sur les abeilles sauvages. Voilà, il faut savoir que contrairement à l'abeille de ruche que vous connaissez, la grande majorité des abeilles, elles, sont solitaires. Donc, il y a des femelles qui vont aller nicher chacune dans son coin. En grande majorité au niveau du sol, hein, une grande partie des espèces qui sont terricoles, donc qui demandent des vraies réflexions sur la gestion des sols, si on veut accueillir du coup ces espèces-là.
et dont on va avoir plusieurs espèces, à la fois certaines assez généralistes, d'autres très spécialisées, et qui vont être forcément dépendants de certains groupes de fleurs, certaines familles, certains genres, des fois certaines espèces, hein, et qui posent toutes ces questions-là justement du choix de la végétation, du fleurissement, si on veut essayer d'accueillir ces espèces-là. Donc celles qui nichent pas dans le sol, elles vont nicher dans d'autres types de supports, notamment des tiges creuses, des vieux murs, etc., etc. Pas trop les hôtels à abeilles, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure, hein, mais voilà, donc c'est bien de les comprendre et de les connaître si on veut essayer de les favoriser, les accueillir, puisque elles dépendent de plein de milieux, plein d'habitats, plein de fleurs différentes. Voilà, juste je voulais faire une petite slide quand même pour vous parler de quelques fausses bonnes idées, pour dire que souvent on essaye de mettre en place des actions qui nous paraissent favorables, mais des fois qui vont avoir une action complètement inverse de ce qu'on recherche. Et là, je vous ai mis 3 fausses bonnes idées. J'aurais pu en rajouter une quatrième aussi, qui est la mise en place de ruches. Mais voilà, donc parmi ces fausses bonnes idées, les prairies fleuries, ce qu'on appelle les jachères mellifères, etc., etc., on a souvent des mélanges de graines qui sont soi-disant bonnes pour les abeilles. Et quand on regarde un petit peu et qu'on fouille du coup ces graines, cette diversité qui est proposée, on va souvent avoir des plantes, alors au mieux qui sont intéressantes, on va dire, pour les abeilles, mais qui sont des graines qui proviennent d'ailleurs, et donc on va venir polluer un petit peu le patrimoine génétique des plantes qu'on a chez nous, donc avec très peu de levée de graines finalement, parce qu'elles ne sont pas trop adaptées à notre sol. Au pire, on va avoir des formes carrément modifiées exotiques et qui perdent vraiment beaucoup d'intérêt pour les abeilles, voire même des plantes qui peuvent avoir un côté, alors si pas envahissant, en tout cas très compétitif. Je pense notamment à la facélie qu'on va trouver dans ces mélanges-là, qui est une plante exotique et qui va avoir une tendance à recouvrir un petit peu les espaces et à faire baisser la diversité des fleurs. Deuxième fausse bonne idée, les hôtels à insectes. Alors c'est vrai que si on regardait un petit peu la photo de celle que Christophe, tu nous as montrée, elle cochait un petit peu toutes les cases du mauvais hôtel à insectes, hein, mais il faudrait s'y approfondir un petit peu pour comprendre. Quoi qu'il en soit, le fait de faire des grosses structures où on va concentrer des populations de pollinisateurs au même endroit, on va arriver dans tous les travers de l'élevage intensif. Et donc, ça va entraîner plein de maladies, de bactéries, etc. au sein d'une population d'abeilles qui va aller rediffuser toutes ces maladies au niveau des fleurs et au niveau des autres populations de pollinisateurs sauvages. Donc, en fait, c'est vraiment un acte qui va avoir des actions très défavorables et très néfastes pour les abeilles de manière générale. Troisième fausse bonne idée, tous ces massifs, etc., qu'on met en place souvent avec des plantes exotiques ou des plantes horticoles, je reviendrai un petit peu sur ces deux notions à la fin, qui vont avoir un côté esthétique qui est subjectif, hein, ça dépend de ce qu'on aime les uns ou les autres, mais en tout cas souvent qui vont être des déserts alimentaires pour les pollinisateurs, qui vont les attirer quand même, mais qui vont les épuiser et qui vont pas leur apporter des ressources pour qu'ils puissent survivre du coup derrière. Voilà, donc je reviens juste sur deux notions qui me paraissent extrêmement importantes, hein, la notion d'exotique. Donc c'est vrai que des plantes exotiques, ben, souvent elles sont pas trop adaptées pour les pollinisateurs qu'on a chez nous. Donc au mieux, elles peuvent être visitées par des pollinisateurs, mais on ne sait pas si le pollen qui est transporté dans les nids va permettre le développement des larves. Au pire, on peut avoir vraiment des espèces qui sont toxiques, mortelles pour des pollinisateurs. Et là, je vous ai mis deux exemples, hein, avec l'onagre rose et le dipladénia, hein, qui sont pour le coup là deux pièges mortels pour des pollinisateurs. Donc l'onagre rose, lui, qui va attirer énormément les morosphinx, vous savez, ce petit papillon de nuit qui vit le jour, là, qui ressemble un petit peu à un colibri, hein, et qui lui, du coup, aime bien les onagres, mais ne connaît pas celui-là. Il va aller le butiner. Et après, le corolle soudé est trop étroit pour qu'il arrive à retirer sa trompe. Donc il va rester coincé dedans. Et vous promenez du coup sur une prairie d'onagre rose. Vous allez avoir du coup plein de cadavres de morosphinx qui traînent, qui pendent sur les fleurs. Hein, donc c'est des pièges mortels. Et vous avez le même phénomène pour le dipladénia, hein, sur la photo d'en bas, avec une espèce d'abeille sauvage qui est l'anthophore à pattes plumeuses, qui est une espèce qui est plutôt commune en ville et qui va se retrouver coincée dans ces fleurs-là. Et deuxième notion importante, la notion d'horticole, hein, donc là encore, souvent, quand on va mettre des plantes qui sont sélectionnées, la plupart du temps, la sélection qu'on va avoir des fleurs, c'est une sélection qui reste une sélection esthétique. Et souvent, on va modifier l'esthétique en défaveur de ce que va apporter la fleur pour les pollinisateurs. Hein, il faut savoir que les fleurs, à la base, elles sont là pour attirer des pollinisateurs, pour permettre d'être fécondés par des pollinisateurs, et en échange pour nourrir ces pollinisateurs. Et donc, quand on a des fleurs extrêmement modifiées, hop, on va se retrouver avec des fleurs qui, en forme sauvage, sont des formes qui sont assez intéressantes, pleines de pollen, pleines de nectar, etc. Et qui, en forme modifiée horticole,
ont souvent perdu le pollen, le nectar et deviennent absolument inintéressantes pour les pollinisateurs. Et donc, on crée vraiment des déserts alimentaires, d'où l'importance de partir sur des choix de palettes végétales qui sont vraiment adaptés pour les pollinisateurs. Voilà, donc rapidement pour limiter ce déclin, mais l'idée pour nous avec Christophe, ça va être de vous proposer une demi-journée vraiment sur la thématique espace vert et pollinisateurs. C'est d'essayer de laisser de la place à la nature, donc d'aller vers une gestion différenciée qui laisse la place aux fleurs, un fleurissement qui soit diversifié en termes de forme, de couleur de fleurs, parce que ça ne va pas attirer les mêmes pollinisateurs, et qui soit étendu sur toute la saison d'activité des pollinisateurs. Et puis du coup, justement, essayer de mettre en place une végétalisation qui soit plus adaptée, et puis d'offrir le gîte et le couvert. Donc c'est bien d'apporter de la nourriture aux pollinisateurs, mais si on n'a pas le gîte, bien du coup, ça ne servira pas à grand-chose. Vous avez un petit guide qui est disponible, dont je vous échange ici l'existence, je vous partage l'existence, qui est somme toute assez efficace pour avoir un premier a priori de est-ce que votre espace vert est intéressant ou pas pour les pollinisateurs. Donc c'est le diag pollinisateur que vous pouvez avoir sur le site d'Arthropologia, mais aussi sur d'autres plateformes, où là vous avez un petit guide d'auto-évaluation de votre espace vert et qui vous permet vraiment de pointer un petit peu les points forts et les points faibles de votre espace et qui vous donne des idées de pistes d'action et de leviers d'action pour améliorer ces espaces-là. Donc vous avez des petites fiches pratiques aussi à la fin. Donc je vous inviterai à découvrir cet outil-là. Et pour finir, voilà, je vous invite aussi à découvrir du coup la déclinaison du plan national qu'on a mis en place, puisqu'on a publié un bouquin sur lequel on a passé pas mal de temps et sur lequel vous avez plein de retours d'expérience de collectivités, d'acteurs qui ont mis en place des actions favorables aux pollinisateurs. Et donc c'est vrai que ça ne sert à rien de réinventer la poudre, autant aller s'informer auprès d'actions qui ont fonctionné et auprès d'acteurs qui ont déjà mis en place des actions pour faciliter la mise en place sur votre territoire. Voilà, donc l'idée de cette présentation, c'est de vous parler un petit peu des pollinisateurs et puis d'aller un petit peu plus loin avec ceux et celles qui le souhaitent, avec la possibilité de participer à une demi-journée dédiée aux pollinisateurs et aux espaces verts. Donc Christophe vous parlera un petit peu plus tard. Je vous en parle tout de suite. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Je garde cette diapo en complément en disant on vous propose, avec Arthropologia, d'organiser une demi-journée d'échange technique sur le thème des pollinisateurs avec cette idée d'attirer les élus et agents techniques de vos collectivités. Donc, en fait, plutôt une réunion d'échange technique organisée par l'intercommunalité à l'attention des communes de votre territoire sur ce thème des pollinisateurs pour attirer ceux qui sont intéressés sur une démarche de gestion écologique favorable aux pollinisateurs. Donc, le thème qu'on aborde aujourd'hui, mais par l'entrée pollinisateur. Donc, c'est une proposition pour l'année 2026. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, soit Arthropologia, soit Fredon. Juste une question peut-être, c'est concernant, et je vais laisser la parole aux collègues de l'OFB, concernant la bancarisation de l'ensemble des données, ou du moins les relevés qu'on peut avoir de différentes situations, que ce soit des espèces exotiques envahissantes, des situations avec de la faune sauvage qui a pu être observée. Je te transmets la question, David, donc David Lafitte de l'OFB, pour répondre à cette question à la bouche. Bon, j'ai répondu un peu rapidement dans le chat, mais effectivement, ce sont des informations qui sont vraiment fondamentales. On sait bien que dans les causes d'érosion de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes font partie. Et de fait, au niveau national, mais pas que national, on recense et on collecte la totalité des données. Oui, on sait bien, pour répondre sur le raton laveur, on connaît bien le raton laveur qui est apparu avec les bases américaines comme animal mascotte et qui finalement s'est très bien implanté sur le territoire. Et de fait, on a un intérêt. Il y a des études en Allemagne notamment qui démontrent que la présence de ratons laveurs sur certains sites ont entraîné la disparition de certains oiseaux nicheurs, cavernicoles, etc. Mais pas que. Certains taxons sont très impactés. Donc de fait, l'OFB est intéressé par la collecte, mais au-delà de l'OFB, l'Adréal et d'une manière générale, toutes ces informations aussi se retrouvent dans l'Observatoire régional de la biodiversité parce que c'est important, c'est la vitrine de l'Agence régionale de la biodiversité en Aura qui permet d'avoir toutes les informations sur la biodiversité, voire d'autres. Donc, pour répondre très clairement, là, il suffit simplement de solliciter ou du moins de se rapprocher du service départemental de l'Allier et de tenir informer nos collègues qui ensuite reviendront vers nous pour que nous on puisse faire remonter au niveau national. Donc, on a effectivement une bancarisation de ces données qui est importante. Merci pour ces éléments. J'ai mis dans le fil de discussion le lien vers l'Observatoire de la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes de façon à ce que
soit vous puissiez retrouver de l'information, soit tout simplement avoir les liens pour pouvoir signaler ce que vous allez observer et pouvoir retrouver des échanges avec l'OFB notamment. Merci pour cette information. Je vous propose qu'on passe à la suite avec les témoins qui sont présents et on va commencer par nos grands témoins, avec nos premiers grands témoins qui sont deux communes, la commune de Montbrison. Donc Céline Raquin, je crois que... Bonjour. Bonjour. Oui, Alors, nous sommes là. votre caméra ne marche pas, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, non. Je vais partager votre support de présentation. Et vous êtes une des communes qui a été conseillée par Fredon cette année en 2025, mais vous aviez mis en place tellement de choses. C'était très intéressant de pouvoir voir tout ce que vous avez mis en œuvre sur votre collectivité. Alors, je suis accompagnée, enfin, c'est pas, avec moi, il y a Monsieur Vernet qui est premier adjoint et qui est en charge des espaces verts, et Clément Guérin qui est technicien au service des espaces verts également. Voilà, donc on va pouvoir vous faire une petite présentation à trois voix. C'est super. Et je profite de l'occasion pour rappeler l'intérêt que vous avez d'être tous les trois dans cette démarche parce que c'est essentiel pour que ça fonctionne, qu'il y ait ce duo, entre guillemets, entre les agents techniques et les élus, parce que cette politique de gestion écologique des espaces extérieurs, elle ne peut fonctionner vraiment que si les deux parties sont vraiment impliquées et travaillent ensemble dans cette démarche collective. Et nous, à Montbrison, nous avons même la chance d'avoir deux élus, c'est-à-dire que nous avons M. Vernet aux espaces verts et nous avons M. Lombardin qui est sur la transition écologique en tant que telle. Donc on a vraiment cette chance-là aussi d'avoir une sensibilisation extrême de l'équipe politique. C'est certainement pour ça que vos exemples sont très intéressants. On vous laisse, on vous écoute. M. Vernet. Ben, on va vous parler du Jardin des Thermes. Donc c'est un parc historique de 3 hectares. On a décidé, lors de on va dire de son embellissement, de sa rénovation, de le séparer en 3 parties. Donc une partie très horticole, en fait, où il y avait des vestiges, donc on ne pouvait pas travailler le sol. Donc on est resté sur des massifs. Donc là, c'est la diapositive 3. Je fais dans le désordre. Non, mais c'est pas grave. Une partie horticole avec des massifs hors sol, donc dû à la présence de vestiges, donc on ne pouvait pas travailler le sol. Il faut dire qu'on a décidé aussi de séparer donc ce parc de 3 hectares en 3 parties aussi pour montrer ce qu'est la gestion différenciée à nos citoyens. Donc vraiment une partie horticole, une partie, on va revenir en Donc arrière. la diapo 4, une partie rustique. Une partie vraiment rustique, on va dire avec des usages du type parc qui est tondu assez régulièrement, où on va dire les enfants peuvent jouer au ballon, les gens se promener, voilà. Pique-niquer. Il y a aussi tout un mobilier qui a été mis en place, fabriqué par nos services, on va dire dans une optique très rustique. On s'est servi des rondins, des arbres qu'on avait coupés pour faire du mobilier, pas du mobilier urbain, on va dire du mobilier rural. Voilà. Et diapo 5 et 6. Et donc la partie la plus naturelle, c'était vraiment pour montrer la gestion, on va dire, à minima d'un espace naturel. Dans cet espace, on pratique juste une fauche tardive. Simplement, on a tenu à marquer des allées qui sont très entretenues avec des sentiers pour vraiment expliquer aux gens que ce n'était pas un défaut d'intervention, que c'était une politique voulue et une ouverture sur la biodiversité. Alors, il faut dire qu'on bénéficie aussi dans ce parc d'une mare et donc de plein d'espèces
diverses. Voilà. Et on a une partie également, parce qu'en fait, ce parc, il est adossé à un bassin de rétention. Et sur les diapositives suivantes, vous voyez, sur la diapositive suivante, vous voyez ce bassin de rétention qui n'est pas géré par la ville, mais par l'Or-Forêt, a été mis en éco-pâturage. Voilà. Et cette année, nous avons même eu la chance d'accueillir une cigogne noire juvénile. Donc, c'est que notre environnement était quand même assez propice, voilà, à une biodiversité vraiment exceptionnelle, quoi. Et très vite, on a vu l'apparition d'espèces endémiques, hein. On a notamment l'apparition d'orchidées, Tout à fait. orchis bouc, orchis Orchis abeille. abeille, Ouais. et plein d'autres espèces endémiques qu'on essaie de répertorier Ouais. avec l'aide de l'OFB notamment. Et de France Nature Environnement. On essaye surtout de vraiment d'adapter aussi notre entretien aux besoins notamment des orchidées. Parce que c'est vrai que ce sont des espèces qui demandent bah voilà, qu'on fauche, mais qu'on exporte ce qu'on fauche. Donc là, voilà, le service espace vert cette année, voilà, on n'a pas laissé la fauche sur place. Elle a été ben, voilà, fauchée par un agriculteur et exportée ensuite pour qu'on favorise justement, ben, j'allais dire, ce qu'il faut à cette orchidée. Donc un vrai travail, un vrai changement des modes de gestion des espaces verts. Un travail qui s'est fait auprès des habitants et aussi auprès des agents, hein, il faut le dire. On a plusieurs générations avec des visions quand même radicalement différentes de l'entretien de nos espaces verts. Et petit à petit, j'allais dire qu'on trouve un consensus qui va dans le sens de la biodiversité. Ouais, ça a été quand même, j'allais dire, il y a eu pas mal de formations des équipes aussi sur ces thématiques-là, de sensibilisation, de formation. Voilà, parce que c'est également important qu'on partage tous la même vision. Oui, je voulais rajouter Pardon. juste par rapport aux images d'avant au niveau des parcs, l'apparition d'orchidées, de nouvelles espèces végétales locales et d'espèces animales. Et ça nous encourage à aller dans ce sens-là. Et ça fait aussi comprendre aux habitants que ces pratiques ont un usage, comment dire, Vertueux. vertueux, et ça permet aussi de communiquer sur ce thème-là sans, comment dire, Par l'exemple. voilà, par l'exemple lui-même. Ouais. Alors sur la végétalisation des cimetières, bien comme tout le monde, on a eu l'arrêt des phytos avec l'extension dans les cimetières, mais on avait déjà travaillé là-dessus. Il faut dire qu'on a deux cimetières, un donc dans la ville, ça nous fait quasiment 2,4 hectares de cimetières à entretenir. On a tout de suite fait des essais d'hydromulching avec des résultats peu concluants. Euh, Dès lors, on s'est décidé sur un enherbement spontané qui a plutôt bien marché. Et puis les services ont fait des tentatives, on va dire, ouais, des vrais essais sur des différents mélanges qui nous ont été proposés par les sociétés d'espaces verts. Et on est arrivé à trouver des mélanges qui sont performants, qui résistent, on va dire, aux sécheresses de l'été, et puis aussi aux différents usages, hein. Un cimetière, il faut, à un moment, il y a les entreprises de pompes funèbres et de marbrerie qui passent avec des engins, etc. Et on est très content du travail des agents parce qu'ils ont su trouver un mode opératoire qui fait qu'aujourd'hui, on a des allées en RB de qualité. Et la cerise sur le gâteau, après quelques années, on va dire, à traiter les demandes des citoyens qui trouvaient qu'on abandonnait leurs aînés quelque part.
quand les premières végétalisations étaient vraiment, on va dire, esthétiques, on a vu vraiment un changement des mentalités. Et aujourd'hui, je dirais que le clou de tout ça, c'est notre projet de carré militaire, vraiment en RB, je dirais qu'il viendra mettre la cerise sur le gâteau Ouais. de toute cette Voilà, politique. on a l'ONAC VG, donc l'Office national des anciens combattants et des veuves de guerre, qui nous a proposé de refaire notre carré militaire, et on va être sur un carré, on va dire, entre guillemets à l'américaine. Au lieu d'avoir des plaques de béton, eh bien, on va avoir un carré en enherbé. Si je peux ajouter quelque chose sur la végétalisation des cimetières, c'est aussi un moyen de stabiliser nos allées. On avait des gros problèmes avec des allées en gore, on peut dire, dès qu'il y avait de fortes pluies, on avait voilà, du ruissellement qui les creusait. Enfin, c'était un peu catastrophique. Et puis aussi, voilà, c'était vraiment pas agréable de marcher dans les allées. Donc ça résout quand même bien notre problème. Euh, Par contre, en effet, moi, j'ai un bémol à apporter, vraiment, justement. Il faut apporter une très grande attention à la communication avec les entreprises de pompes funèbres. C'est-à-dire que nous, on a rajouté dans notre règlement de cimetière une obligation pour les pompes funèbres quand ils avaient des girations à faire dans le cimetière, de poser des plaques pour que voilà, leur camion ou leur mini-pelle tourne sur des plaques pour pas abîmer l'herbe. C'est pas encore bien entré dans les mœurs. Et là, j'ai eu des alertes. Pas plus tard que cette semaine sur voilà, des parties du cimetière qui ont été abîmées par ces girations. Et là, il va vraiment falloir qu'on retravaille avec les entreprises de pompes funèbres qui ont théoriquement une obligation de protection ou de remise en état. Donc là, on va faire de la sensibilisation et après, on passera peut-être en mode plus coercitif s'il y a besoin. Voilà. Et là, on voit les cimetières différemment en termes de place qui peut s'inscrire dans un corridor écologique. Les cimetières peuvent avoir leur place à jouer demain. Et aussi en termes de rafraîchissement, parce que voilà, on a eu la chance, avec nous, on est ville, cœur de ville, donc grâce à l'État, on a eu une étude sur la chaleur en ville, les îlots de chaleur, et les cimetières sont clairement mais des îlots de chaleur extrême. Donc toute la végétalisation qu'on pourra faire dans ces cimetières est bonne à prendre en termes de rafraîchissement de nos villes. Ce qui fait le lien avec la création de notre îlot de fraîcheur qui est la dernière diapositive. Donc l'étude dont a parlé Madame Raquin a clairement identifié une zone de la ville comme îlot de chaleur. Il se trouve que à la même époque, on a eu le déménagement d'un foyer jeunes travailleurs vers un bâtiment emblématique, un ancien hôpital à Montbrison, qui a une réalisation extraordinaire. Et du coup, on avait un foyer vide des années 70 qui était en très très mauvais état. Et on a eu la volonté politique de procéder à sa destruction et de faire un îlot de fraîcheur à la place. Alors, îlot de fraîcheur vraiment au cœur d'un quartier où il y avait zéro espace vert. Toujours le souci de la continuité écologique par son emplacement, des problématiques au sein du quartier de créer un îlot végétal avec traversant, avec des contraintes aussi, on va dire, quelque part sociales, que ça soit pas un endroit qui devienne, entre guillemets, mal fréquenté, il fallait que ce soit toujours accueillant. Donc on a pris tout ça en compte dans sa création. On voit qu'un espace vert, c'est toujours le carrefour enfin, on va dire des circulations et aussi des préoccupations des citoyens. Il y a l'écologie, il y a le côté social, le côté bien-être. Donc, on est vraiment dans une volonté politique du bien vivre en ville au travers du végétal. Et voilà. Et il vient juste d'être aménagé, donc c'est pour ça que je n'ai pas de photo très vendeuse à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on est resté sur la vue d'artiste de l'architecte paysagiste qui a travaillé dessus. Mais voilà, au printemps, ça devrait être assez sympa.
Bon, merci beaucoup pour cette présentation. On viendra vous voir au printemps, si j'entends bien, voire même Avec cet été plaisir. pour avoir un peu de fraîcheur à Montbrison. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur un deuxième témoin et on prendra un temps de questions-réponses sur les deux témoins, les deux premiers témoins. Et je passe la parole. Donc restez là, hein, Montbrison. Merci beaucoup pour votre présentation. Je passe la parole à la commune de Saint-Martin-du-Riage. On quitte le territoire de la Loire, on va sur l'Isère. Et vous voyez qu'on essaye d'aller un peu partout. Et je passe la parole à Arnaud Calec. Très bien, ben bonjour. Donc Arnaud Calec, moi, je suis élu conseiller délégué donc à l'environnement, la biodiversité et la forêt. Normalement, Stéphanie Rousseau-Maigret, qui est chef de pôle développement et aménagement durable du territoire, devait être là, présente, mais malheureusement elle est en arrêt de travail. Voilà, donc elle s'excuse, elle est en arrêt. Donc je vais vous présenter, moi, la démarche qu'on a engagée dans cette mandature de gestion écologique des espaces publics. Donc là, vous avez une image d'une partie de notre commune, hein, qui est une commune, je dirais, thermale. Donc on a un public important qui vient sur notre commune. On a un parc aussi qui est très, très intéressant, mais pas seulement, puisqu'on a 3500 hectares, notre commune couvre 3500 hectares. Et donc avec une grande diversité qui va de 400 à 2000 mètres d'altitude. Alors, une petite diapo pour vous dire que la biodiversité, ben, c'est pas simplement la faune et la flore, et que c'est aussi tout un nombre de services rendus par cette biodiversité, comme vous voyez, que ce soit bien sûr la source alimentaire, que ce soit, je dirais, fertilisation des sols, tout ça, vous le savez bien, mais c'est aussi important je pense que quand on parle de biodiversité, d'avoir cette vision globale. Et on pourrait imaginer que, je dirais, tout ce déclin qui est connu des espèces, en particulier des espèces d'oiseaux communs, porte surtout sur les milieux agricoles ou forestiers, et on se rend compte aussi que les milieux bâtis sont touchés, enfin les espèces qui vivent dans ces milieux sont touchées par ce déclin. Donc on a, je dirais, un chemin à parcourir par rapport à ça. Donc comme je vous disais, je dirais, donc on est sur une commune, je dirais, donc qui s'étend sur 3500 hectares, 60% est boisé et un tiers de la surface est en propriété communale. Donc on a le parc Thuriage, mais on a aussi une forêt qui fait plus de 900 hectares, donc dont on a la responsabilité. Dans le cadre de notre démarche, je dirais en particulier du plan local d'urbanisme, eh bien, on a vraiment une réflexion justement sur la circulation de la faune, sur les corridors biologiques depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est un point aussi important qui est pris en compte ensuite dans le cadre de nos décisions communales. Et un projet qu'on a réalisé dans le cadre de cette mandature, c'est d'élaborer un atlas biodiversité communale. Et on a souhaité que cet atlas, il ait comme objectif d'avoir surtout un plan communal et des actions. Donc, on a, suite à ce diagnostic qui est disponible en ligne, qui a eu pour but de valoriser toutes les actions qui étaient menées depuis de nombreuses années sur la commune. Et ça aussi, c'était la volonté de valoriser tout le travail des agents, des élus au cours des années précédentes en faveur de la biodiversité, et puis d'imaginer, je dirais justement, quelles seraient les pistes à engager et à mener. Et donc, tout ce plan biodiversité a été élaboré avec les services, les habitants, les élus, et ça s'est conclu en particulier par une identification des enjeux et puis une analyse de ces enjeux, tant du point de vue des habitats, de la flore, des services écosystémiques, des pressions sur ces milieux, le niveau d'enjeu et le niveau de la responsabilité de la commune. En ce qui concerne en particulier les espaces publics, donc on a cette volonté d'améliorer la biodiversité dans les différents espaces de la commune.
On a aussi, dans notre centre-ville, accueillir la diversité dans les espaces urbains. Et ce plan d'action se traduit par un certain nombre de fiches actions. Donc, que ça soit aussi la diversité, de prendre en compte la diversité dans les jardins privés, c'est un aspect très important. La gestion différenciée des espaces verts communaux, plantation et entretien de haies, gestion différenciée, voilà. Je ne détaille pas trop. Voilà, ça se traduit par des fiches concrètes. Je dirais que ce soit l'entretien des haies ou l'importance des clôtures et de la diversité pour permettre à la faune de circuler au sein de notre commune. Et puis un des enjeux porte aussi bien sûr sur les questions de la lutte des espèces exotiques envahissantes. Donc vous avez, je ne rentre pas dans le détail, mais tous ces documents-là, en tous les cas, sont à votre disposition et on pourra revenir de façon plus détaillée si besoin. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Et surtout que dans cette démarche de plan d'université, c'est que chaque politique a une action en faveur de la diversité à mener, que ce soit bien sûr de la voirie, mais aussi que ce soit de l'éducation sur l'élu qui porte l'éducation, que ce soit l'élu qui porte la politique agricole, touristique, culturelle. Chaque élu et service, par conséquent, a des actions à mener dans les 10 ans à venir, puisque notre plan d'action a pour viser donc 10 ans. Donc, ce qu'on nous avait demandé, c'était en particulier de partager notre démarche vis-à-vis quelles sont les actions que l'on mène en matière de communication. Donc, on a un site internet et sur ce site internet, cet atlas est disponible en ligne. Et puis, on a justement des conseils, que ce soit sur les plantes investissantes ou que ce soit, pour revenir en particulier sur une plaquette sur planter des haies champêtres en Isère, où la volonté, c'est vraiment d'utiliser des essences locales, des espèces locales. Et ça, c'est un point aussi très, très important. Et la commune, j'irai donc à planter un certain nombre de haies avec des essences locales qui, aujourd'hui, donc, sont des haies témoins pour lesquels les habitants peuvent s'inspirer et prendre conseil pour leurs projets personnels. Là, vous avez sur cette diapositive un certain nombre d'initiatives qui sont prises tout au long de l'année. On voit les enfants sur votre gauche, où on a créé une aire éducative terrestre juste à côté de l'école. Et ça a été l'occasion de planter un verger avec les enfants et les parents, d'ailleurs, et grands-parents. Durant l'année, il y a plusieurs rendez-vous, que ce soit au printemps pour le nettoyage donc des bords de route en particulier, ou après des rendez-vous, on va dire, plutôt festifs et convivial, où c'est l'occasion d'échanger, de se retrouver pour parler biodiversité de notre commune. Enfin, un outil important de notre commune, c'est notre bulletin municipal. Et donc, dans chaque bulletin, il y a au moins 2-3 pages qui sont consacrées à la biodiversité, avec la volonté justement de pouvoir partager les expériences qui sont en cours, que ce soit par exemple la photo que vous avez au milieu, sur le haut, ce sont des nids d'hirondelles de fenêtres, donc qui ont été mis en place, qui sont utilisés, et on en met d'ailleurs d'autres parce que ça a un grand succès auprès de ces espèces. Et puis en dessous là, un petit clin d'œil, parce que il y a aussi les agents des services espaces verts mettent en place des mangeoires dans nos espaces publics pour aider la faune et à passer l'hiver. Voilà, je dirais un rapide tour d'horizon. Je tiens à dire et à souligner que tout ce travail-là, s'il a pu être réalisé, c'est parce que dans cette mandature, il y a eu la volonté de créer un poste chargé de mission biodiversité. Donc, autrement, ça n'aurait pas été possible de mener une telle démarche, qu'on s'est fait aider, donc par des bureaux d'études, et en particulier par Arthropologia, qui est venu justement effectuer des sessions de formation, parce que là aussi, je partage ce qui a été dit auparavant, c'est important que tout le monde soit au même niveau, et puis petit à petit, prenne attention, pour intégrer cette diversité dans ces bons gestes en faveur de la diversité dans les pratiques professionnelles. Et
je vous remercie encore de nous avoir invités pour témoigner et partager cette expérience en cours. Et ravi aussi donc, que ce plan biodiversité ait pu être labellisé territoire engagé pour la nature. C'est une belle, pour nous, ça a été un point important. Bon, ce plan biodiversité, il a été voté à l'unanimité par tous les élus de la commune, mais le fait que aussi cette démarche puisse être reconnue par l'État, l'Office français de la biodiversité, ben, c'est quelque chose qui est très motivant et pour nous, pour qu'on continue dans cette direction. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit bien l'intérêt d'avoir là encore la double implication et des élus, très forte implication de votre part, Monsieur Calec, on l'entend, mais aussi des agents techniques et notamment de l'agent biodiversité. On a ce besoin de travailler en parallèle entre les élus et les agents techniques. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques questions dans le fil de discussion. On va prendre un temps de questions pour les deux communes. Des questions pour Montbrison. Je vais redonner la parole à l'équipe. Alors, il y avait cette question de l'outil, pardon, de la semence qui a été utilisée pour pouvoir semer. Alors, vous transmettrez les données. Je vais peut-être répondre pour ce qui est des mélanges qui sont vendus aujourd'hui, et puis je vous laisserai compléter. Alors, aujourd'hui, pour enherber, pour végétaliser les surfaces perméables, comme le GOR, comme je disais, ou stabilisé, surface stabilisée, on a des mélanges qui sont adaptés composés de fétuc, fétuc ovine, fétuc demi-tressante, qui supportent très très bien les conditions très très sèches et très très peu de matière organique. Et puis on a souvent des micro-trèfles qui sont en plus dans les mélanges de façon à apporter de la verdure en période estivale quand les fétucs vont être, dans les graminées vont être un peu plus sèches. Et donc c'est ces mélanges-là qui sont très adaptés. Vous pouvez retrouver ça dans les différents distributeurs professionnels, même dans le commerce pour les particuliers, parce que c'est aussi possible d'enherber ces surfaces pauvres. Sachant que l'hydromulching, vous avez cité l'hydromulching, c'est un outil de projection avec une lance à incendie, des mélanges de graines et de l'eau, voire même là, l'hydromulching avec un substrat qui permet de mieux lever les graines. Et ça n'a pas bien marché chez vous. Mais la question qui était posée, c'était est-ce que sur votre commune, vous avez amené de la terre végétale sur les substrats sur lesquels vous avez végétalisé, notamment dans le cimetière, ou est-ce que vous avez laissé comme ça? Et est-ce que aujourd'hui, les personnes en fauteuil roulant se plaignent du passage avec le fait qu'il y ait un engazonnement maintenant? Ça, je réponds. Alors, pour commencer, on a commencé à désherber le cimetière à l'aide de pinettes et d'un matériel derrière le tracteur. Donc, on a mis l'allée assez propre et on a gratté la surface du GOR, donc soit avec matériel adapté ou soit au grappin, tout simplement. Et après, on a fait notre semence de gazon directement là-dessus. Après, on a recouvert légèrement avec le GOR et on effectue cette tâche-là au mois de fin octobre, début novembre, à peu près vers la Toussaint, pour avoir un résultat au printemps prochain. Pas de terre végétale, vous n'avez pas amené de terre Non. végétale du tout, pas d'engrais particulier, vous avez gardé le Alors, si, substrat tel qu'il était. alors pas de terre végétale, mais de l'engrais qui est apporté 2 fois par an pour, enrichir un peu le sol. Voilà. D'accord, très bien. Et les fauteuils roulants, est-ce que Alors, les personnes à mobilité réduite ont eu des remarques sur votre cimetière? Non, j'ai pas de remontée. Aucune remontée dans ce sens-là. Et les élus m'en ont pas fait part de leur côté non plus. Donc, je pense que c'est que ça se passe bien. Oui, généralement, quand ça se passe mal, on le sait vite. pas de nouvelles. Très bien, merci. Une remarque complémentaire, une question complémentaire sur le cimetière. Est-ce que vous avez désimperméabilisé des sols ou est-ce que c'était tout en GOR et que vous avez juste revégétalisé? Bah, vas-y. Non, les surfaces étaient déjà désimperméabilisées, c'était du stabilisé partout.
Et sinon, une autre question, est-ce que vous avez invité à gérer les déchets de fleurs des particuliers en même temps que cette démarche-là pour que ce soit bien géré en termes de déchets verts? Alors, nous avons invité en effet les gens à trier les déchets. Nous avons voilà, des bacs ordures ménagères classiques, des bacs de tri, des bacs déchets verts, un bac également pour les gravats. Et on avait même au début été très très optimiste et mis un bac de dons. Et en fait, ça marche pas, hein. Clairement, on n'arrive pas à faire trier les gens dans les cimetières. Et c'est le service espace vert qui a le bonheur de retrier les déchets très régulièrement. Donc enfin voilà, c'est clairement des tâches qui sont pas agréables, qui prennent du temps. Et pourtant on avait mis des panneaux explicatifs, on a fait de la communication dans le magazine municipal, on essaye de communiquer également sur les réseaux sociaux. J'avais fait même la première année des permanences dans le cimetière. J'étais allée au moment de la Toussaint dans le cimetière et puis j'avais essayé de sensibiliser les gens, etc. On a un peu l'impression d'être Sisyphe avec son rocher, à toujours refaire la même chose et à pas réellement voir d'amélioration. Voilà, je suis un peu pessimiste là, désolée. Non, mais on voit qu'il faut insister et que les changements de Ouais. mentalité prennent du temps. Et l'exemple que montrait la commune de Saint-Martin-du-Riage, où la communication régulière est nécessaire, avec plein d'outils de communication, c'était un exemple très intéressant sur le fait qu'on mobilise une multitude d'outils de communication. Ça montre cette nécessité-là de continuer à communiquer auprès des habitants. J'ai juste un petit ajout à faire parce qu'on parlait aussi en termes de communication. On a créé un espace témoin de biodiversité il y a très très peu de temps. Donc on va voir également comment ça va prendre au niveau communication avec la population. C'est-à-dire qu'on a sur un petit espace de 200 mètres carrés un délaissé de terrain. On a planté pas mal d'arbres, on a créé des constructions favorables à la biodiversité, type des hivernaculums, des haies sèches, enfin voilà, des pierriers, un mur en pierre sèche. On va mettre des panneaux explicatifs pour essayer de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi dans leur jardin. Voilà, ça a été une petite idée voilà, qui nous a permis de, entre guillemets, rentabiliser cet espace dont on ne faisait rien à part débroussailler régulièrement pour que ce soit propre. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait communiquer comme ça. Très bien. Est-ce que, je pousse la question parce qu'elle a été proposée, est-ce que sur ces espaces végétalisés où on voit que vous laissez la nature prendre, est-ce que vous avez mesuré ou est-ce que vous avez l'intention de mesurer l'évolution des populations d'insectes, d'oiseaux qui pourraient être présents sur ces espaces-là? Sur le jardin des Thermes, oui. Oui, on a un suivi avec France Nature Environnement qui est fait. Là, voilà, on est là-dessus et on est également, on est en cours de réalisation d'un atlas de la biodiversité également. Donc, du coup, voilà, mécaniquement, là, on a fait la phase diagnostic. C'est notre première année d'atlas. Donc, voilà, j'espère que à la fin de l'atlas, dans 2 ans, on pourra mesurer les évolutions favorables de notre biodiversité. Bon, c'est un temps court quand même, mais bon, on peut espérer voir des choses. Eh bien, on revient vous voir. Si j'ai bien compris, cette année pour voir la désimperméabilisation et on revient vous voir pour faire le bilan de suivi que vous aurez sur la biodiversité sur vos espaces. Et je vous propose de passer au témoin suivant. Et là, c'est la commune de Sainte-Florine qui travaille en relation directe avec le syndicat interdépartemental de gestion de la Lannion et de ses affluents. Et donc là, c'est dans cette démarche commune entre le syndicat et la commune de Sainte-Florine qu'il y a eu cette démarche-là. Eh bien, nous, ça va être pour ma part, ça va être très bref parce qu'on a convenu avec Philippe qu'il allait présenter l'ensemble puisque c'est une présentation brève de 10 minutes. Donc, Philippe Cubizol est le directeur des services techniques et a mis en œuvre toute cette opération avec les élus. À toi, Philippe. Bonjour. Donc, effectivement, quelques chiffres, c'est la diapo qui apparaît à l'écran. Donc, voilà, pour se présenter, la commune de Sainte-Florine, 3300 habitants,
une superficie de 7 km², bon, 30 agents communaux au total. Donc, une perspective d'avenir 2021-2030, notamment sur le pointeur de la petite flèche verte, une notion de construire une image singulière par la présence de nature au cœur du bourg. Donc, un enjeu important pour la commune. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Christophe. Voilà. Donc, voilà quelques chiffres. En 2012, voilà un petit rappel, on était comme beaucoup de communes, on gérait les espaces verts et la voirie avec des produits phytosanitaires. Pour un engagement à partir de 2014 dans la charte entretien des espaces publics avec l'appui de la Fredon, bien sûr, et pour arriver en 2020 une labellisation donc zéro phyto niveau 3. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a 12 agents en 2012, 9 agents en 2020, donc une baisse des effectifs, donc il a fallu trouver des solutions et elles seront décrites dans les diapos suivantes. Diapo suivante, s'il te plaît, Christophe, merci. Donc de passer une commune en zéro phyto, comme on a vu tout à l'heure en 2020, et ben, ça implique du désherbage des rues manuellement ou mécanisé. On va le voir plus loin. Donc toutes les voiries, trottoirs, aires sablées, espaces verts. Donc on a complètement repensé la gestion de tous ces espaces-là, avec la contrainte supplémentaire d'une baisse des effectifs de nos agents. Donc là, on peut voir par exemple que la collectivité avait investi dans une balayeuse, sur la photo de gauche, avec en plus une option d'un balai désherbeur. Donc ce qu'on voit, c'est la petite photo à droite. Donc ça nous permet d'aller désherber toutes nos voiries, nos trottoirs. Et pour les espaces où la balayeuse passe pas, c'est à la main. Donc on voit une photo d'un agent. Et on a aussi des rotophiles, bien sûr, pour désherber le long des murs et le long de certains trottoirs. En bas, on peut voir un désherbeur, ça c'est pour on attelle ça derrière un petit tracteur, ça c'est pour tout ce qui est les aires sablées. Donc voilà, donc besoin de matériel adapté, mais aussi il faut pas s'interdire de réfléchir à laisser pousser l'herbe, comme par exemple la photo du dessus. En 2015, on désherbait systématiquement ces espaces-là. Aujourd'hui, c'est une pelouse, tout simplement. Donc, on tombe plutôt que de passer le désherbeur. Voilà. C'est une bonne acceptation des administrés, tout simplement. La petite photo en bas, on voit tout simplement un cheminement piéton. Ah, pardon, on est passé, voilà, un cheminement piéton. C'était effectivement des espaces qu'on désherbait, maintenant on ne désherbe plus. On tombe quelques fois par an et on voit le cheminement piéton, c'est l'entrée d'un collège. Les piétons font que ça dessine un petit chemin. Le cimetière, on en a parlé tout à l'heure, on a vu des communes, on en a parlé. Donc nous, effectivement, c'était hydromulching, on voit sur la photo de gauche. On a voulu appeler cette diapo attention sur l'acceptabilité, parce que c'est vrai que culturellement, en France, c'était un petit peu compliqué d'aller ramener de l'herbe dans les cimetières, d'où une communication importante en fait auprès des administrés. Ça a plutôt bien marché. Bon, les résultats sont là. Juste un petit bémol, c'est qu'il faut, techniquement, c'est quand même beaucoup plus compliqué de tondre un cimetière que de tondre par exemple un stade. Donc voilà, il y a cette attention particulière auprès des agents techniques. Voilà, avec des essences toujours adaptées, mais on en a parlé tout à l'heure, Christophe en a parlé tout à l'heure, effectivement beaucoup de fétuques et des trèfles rasants. Après, des petits espaces, donc alors là on a voulu l'appeler des décroutages simples et peu onéreux, donc ça c'est pour la plupart c'est des travaux en régie, donc ils peuvent être réalisés par les agents techniques. Simplement repenser à tous ces petits espaces où, par exemple, à droite, vous regardez le long d'un mur, il y avait une ligne de pavés. C'est tout simple à faire, mais on enlève les pavés, on saupoudre un petit peu de terre végétale et on sème. Voilà, tout simplement. Donc ça peut se dupliquer sur plein d'espaces dans une commune et c'est assez simple à faire. Voilà.
Bon, l'exemple d'un massif, tout simplement, un massif planté avec des vivaces et du paillage, bien évidemment. Voilà, ici on a du couvre-sol sur les photos du haut, donc c'est par exemple du lierre notamment en pied d'arbre, donc beaucoup de couvre-sol. Beaucoup de couvre-sol. Donc sur toutes les créations, tous les chantiers neufs, il faut avoir cette logique de dire, chaque fois qu'on plante un arbre, on pense à l'aménagement de ce pied d'arbre. Donc couvre-sol, il en existe bien sûr une multitude de variétés. Sur la photo du bas, par exemple, c'est de la pervenche, voilà, et du lierre sur les photos du dessus. Après, ici, on est donc une implication citoyenne. C'est quoi? C'est le permis de végétaliser qui a été instauré sur la commune. Donc, le permis de végétaliser, l'objectif, c'est de décrouter alors de l'espace public au devant d'une propriété privée. Donc, on fait signer les gens qui le souhaitent. Donc, la collectivité pour Sainte-Florine vient décrouter et aménage l'espace et vient planter les végétaux. Par contre, il appartient aux administrés de venir entretenir ces végétaux. Donc, ça a un double intérêt, outre celui de désimperméabiliser les espaces, c'est de rentrer en contact avec la population, les administrés, pour leur faire part aussi de l'engagement de la commune dans toutes ces démarches-là, pour inciter justement les gens dans leur propriété privée à, si possible, avoir des pratiques vertueuses pour l'environnement. Des gestions différenciées, au tout début, j'avais parlé qu'on était 12 agents, on n'est plus que 9. Pour gagner du temps, un moyen d'en gagner, c'est de faire de la gestion différenciée, de gagner du temps, mais effectivement aussi pour pouvoir, au bénéfice de la biodiversité aussi, donc un double enjeu. L'exemple d'une fauche tardive, donc là, on vient passer un coup de tondeuse autour de cet espace, on laisse pousser le milieu. Il y a donc une bonne acceptabilité, les gens comprennent et l'équipe technique gagne du temps et puis on favorise en plus la biodiversité. De l'éco-pâturage, donc on est venu sur la photo de gauche par exemple, mettre des clôtures autour de certains espaces traditionnellement qui étaient tondus. Donc on s'était posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt de systématiser la tonte? Non. Donc là c'est dans un lotissement, donc au printemps et à l'automne, il y a des moutons, donc ça fait la joie un petit peu des enfants et d'autres. Donc là, on est plus dans le domaine de la GIEP, donc la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc c'est une autre notion. Donc là, par exemple, un projet donc, qui est terminé à ce jour, la place Croix des Ors, où on peut voir donc une petite place. Donc l'objectif pour la collectivité, c'était simplement de refaire l'aménagement de surface et on en a profité pour faire de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc ça passe par une petite étude quand même, une mission de maîtrise d'œuvre, parce qu'on voit un tableau en bas à droite. Ce tableau, il est là pour dire quelle surface on déconnecte, donc la surface de toiture qu'on peut voir en rouge, mais de la surface de voirie. Et cette surface-là, on l'envoie sur une noue. Alors, elle passe, avant la noue, elle passe sur des places de stationnement à pavés, à joints gravillonnés ou enherbés, selon le choix. Et puis après, cette eau est dirigée vers une noue. Donc ces calculs-là sont faits pour dimensionner la noue, puisqu'une noue, outre le fait que c'est une forme, c'est un fossé, en fait, une cunette, il faut y mettre des matériaux qui puissent accepter d'accueillir toute cette eau pluviale. Il y a bien évidemment, donc voilà, ça c'est la photo avant-après, en haut. Donc avant, on voit devant les voitures, il y avait une bordure et une grille au bas, traditionnellement. Et aujourd'hui, devant ces voitures, il y a cette fameuse noue. Donc, les voitures sont sur des pavés à joints gravillonnés, donc ce qui permet aussi de recueillir de l'eau. Et le surplus d'eau va dans la noue. Et il y a quand même le garde-fou, puisque sur la photo de gauche, il y avait une grille, mais qu'on a conservé sur la photo de droite. Par contre, qu'on a surélevé, la grille, elle est vraiment là en cas de très très forte pluie, en cas de surverse. Voilà. Un deuxième exemple, avant-après. Donc avant, sur la photo de gauche, un merlon de terre, devant une bordure, une grille. On a fait l'inverse sur la photo de droite. Donc on a fait pareil, une noue avec des matériaux drainants. Une noue qui a été plantée. Et donc voilà.
Ici, c'est un projet donc important pour la commune, l'avenue de la Visade, donc plus d'1 kilomètre de long, donc 1,7 million de travaux, donc des travaux très très lourds sur un axe structurant. Donc là, c'était une route qui faisait environ 6 à 7 mètres de large. Donc les gens se plaignaient qu'il y avait de la vitesse excessive. Donc au-delà de la vitesse qu'on a pu faire réduire de par la diminution de la largeur de chaussée, et donc tous les espaces à côté, on a pu faire un trottoir, mais surtout une piste cyclable et bien évidemment une noue, pareil, où on intègre les eaux pluviales donc dans cette noue. Donc on voit les photos de principe. Et donc ça, c'est le même chantier de la Visade, mais sur un carrefour précis où on a pu supprimer donc un rond-point par un carrefour traditionnel en T. Et bénéficier de tous les espaces disponibles pour les réaliser en espace vert et en nous pour accepter cette eau pluviale. Donc toujours pareil, le même projet. Donc les petites flèches bleues, c'est le sens de circulation de l'eau pour bien comprendre que l'eau qui va tomber sur la voirie, elle va être dirigée toujours vers ces nous. Voilà, c'est important pour le financeur, notamment je pense à l'agence de l'eau. Voilà, donc ça c'est une photo donc réalisée. Donc la photo de droite, c'est la fameuse noue. La photo de gauche aussi, du reste. Voilà, donc des bordures à zéro. Donc on sort d'un schéma traditionnel qu'on avait vu avec des bordures, par exemple type T2, traditionnellement. Donc là, on change complètement ça change complètement les projets. Donc on repense les projets en GIEP. Donc on pense bien évidemment aux bordures. Les noues, alors on voit les poteaux aussi, parce qu'il faut penser que les véhicules, il ne faut pas qu'ils aillent rouler dans la noue. Donc ça mérite sur notamment ce projet-là la mise en place de poteaux bois, permettant aux véhicules, évitant d'aller rouler dans les espaces, dans les noues. Donc toujours la grille qu'on voit, donc ça s'appelle vraiment la grille. Sa fonction, c'est de vraiment récolter l'eau quand il y a des épisodes pluvieux très très importants. Donc en une pluie classique, normalement, la grille ne devrait pas fonctionner, ne devrait pas avoir d'eau. Une notion de redin, la petite photo qu'on voit à droite, des redins, pourquoi? Parce qu'on a une pente en long, un profil en long, une pente assez importante de la voirie. Donc notre maître d'œuvre nous a proposé de faire des redins. Le redin, c'est simplement pour faire des sortes de sas pour contenir l'eau, pour qu'elle puisse s'infiltrer et puis passer sur le sas d'après. Donc voilà, l'objectif, c'est de retenir l'eau au maximum pour qu'elle s'infiltre. Là, on a un épisode pluvieux, il est tombé à peu près 40 mm en moins d'une heure. Donc on s'est rendu sur place et ça fonctionne. Voilà. Donc il y a de l'eau dans la noue, mais tout est normal. On est revenu sur les photos. Voilà, il y a aussi la notion de GIEP. Ces photos-là, on les avait vues au début. On les revoit après, la slide juste d'avant, s'il te plaît, Christophe, encore avant. Voilà. Donc ces photos, si vous vous rappelez, on les avait vues au début. C'était des exemples de renaturation, mais c'est aussi des principes de gestion d'eau pluviale, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre dans toutes ces surfaces-là aussi. Et pour terminer, ça sera la diapo d'après. Voilà quelques points clés. Pour réussir tout ça, un discours et un engagement commun entre bien évidemment les élus mais les agents, et puis systématiser la GIEP, que ce soit pour les gros projets comme on a vu celui de la Visade, mais pour des projets beaucoup plus petits. Donc la GIEP, elle est possible dans tous les cas de figure. Il ne faut pas oublier de communiquer, surtout auprès de la population, expliquer pourquoi on fait cela, quels en sont les enjeux. Et donc, il faut s'inscrire tout ça dans la durée. Et donc, ça sera le sujet de juste après, c'est-à-dire la création et l'élaboration d'un plan guide. Donc, ça va être le PowerPoint d'après, je pense. Ah, mince. Je n'ai pas ouvert de PowerPoint supplémentaire. Je vous ai mis dans le fil de discussion le plan guide proposé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et puis je vais essayer de vous le partager pour que vous puissiez
regarder de quoi il s'agit. Je te laisse continuer à expliquer ce que c'est que ce plan guide, pendant que j'essaye de l'ouvrir pour que vous puissiez le voir. Ouais, le plan guide, un petit peu, donc en soutien, on a le soutien technique, bien évidemment, tu l'avais dit tout à l'heure, donc du SIGAL, c'est un syndicat de gestion de l'Allier et de la Lannion et la Fredon, bien sûr, dont tu fais partie. L'idée du plan guide, un petit peu, c'est de s'inscrire dans la durée sur ce mandat, mais tous les prochains mandats, c'est s'inscrire dans la durée. Sur une gestion, sur tous des sujets qui sont, alors voilà, on voit le plan guide qui s'affiche, donc des notions de gestion intégrée des eaux pluviales, on en a parlé, des notions de désimperméabilisation et de végétalisation, de toute la gestion différenciée des espaces verts, on en a vu des exemples tout à l'heure, que ce soit pour la tonte, pour l'éco-pâturage, la taille, la tonte, et le zéro phyto. Ce plan guide aujourd'hui, il est en construction, donc voilà, on voit défiler des diapos, il est en construction. Tout n'est pas dedans, donc l'intérêt c'est de dire voilà ce qu'on a fait à Sainte-Florine, mais voilà ce qui reste à faire aussi, c'est pour ça que je disais que ça s'inscrit dans la durée. Et qu'on ne rediscute pas à chaque projet ou à chaque aménagement de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc c'est une trame, autant pour les élus que pour les employés, pour ne pas se reposer la question chaque fois et aller vers un cap clair et surtout commun. Voilà l'objectif de ce plan guide. Donc il est en construction, c'est pour ça qu'on voit qu'il n'est pas terminé par endroit. Là, par exemple, c'est sur le zéro phyto, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Après, ce plan guide, il est vraiment adapté à la commune de Sainte-Florine, dont les caractéristiques que je les ai présentées au début. Je pense qu'après, charge à chaque commune voilà, c'est transposable, charge à chaque commune de l'adapter en fonction de ses contraintes climatiques ou autres, ou de personnel. Voilà. C'est aussi que j'ai parlé aussi beaucoup de petits aménagements simples. Une toute petite commune avec un employé municipal, ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la diapo où on avait enlevé une ligne de pavé pour semer. Voilà, c'est des aménagements qui peuvent être légers, mais abordables pour toutes les communes. Merci mille fois pour cette présentation. Vous avez le plan guide qui est disponible en partage sur le Calaméo. Vous cliquez dans le fil de discussion et vous ouvrez, comme je l'ai tout de suite sur mon écran. Donc, ça vous permet de pouvoir feuilleter ce document. On le rappelle, un document de travail parce qu'il n'est pas totalement terminé, mais qui a cette valeur de pouvoir fixer les choses dans la durée, si on a bien compris. C'est ça. Super, merci beaucoup pour cette présentation. On vous garde, on vous garde à disposition pour les questions supplémentaires, mais je voulais qu'on puisse compléter votre présentation par celle du SIGAL, le syndicat interdépartemental de gestion de la Lannion et de ses affluents. Je partage mon écran. Est-ce que David Olagnol, tu es présent pour pouvoir présenter? Est-ce que tu nous entends? Alors, oui, je vous entends. Je ne sais pas si c'est réciproque. C'est parfait, on t'entend aussi. Bon, C'est très parfait. bien. Donc, Je vais je suis essayer de avec... partager ouais, l'ordinateur. ok. Alors, on s'appelle Clément Billard sur le webinaire, mais on est bien voilà, David Olagnol et Ingrid Labalme, qui est la chargée de projet qui s'occupe plus précisément de ces aspects-là chez nous. Déjà, merci de nous proposer d'intervenir sur ce webinaire-là. Alors, on va pas forcément apporter beaucoup plus d'éléments techniques par rapport à ça. C'est simplement pour expliquer la démarche dans laquelle on se place, d'où elle vient, et dans quel cadre on essaie de travailler sur ces thématiques de renaturation, de désimperméabilisation autour du cycle de l'eau. Alors, au départ, oui, on est un syndicat de rivière, c'est un syndicat mixte qui regroupe 5 communautés de communes sur le Cantal majoritairement, et puis la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Avec des démarches concertées depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est des contrats de rivière, puis contrats territoriaux. Il y en a un qui s'est terminé en 2022, et donc 2023, le bilan et l'élaboration d'un nouveau contrat, qui a permis vraiment de mettre en lumière les enjeux autour
de la ressource en eau qui était peut-être un peu moins présent avant. On sortait aussi de 5 années où il y avait eu pas mal de sécheresse, hein, entre 2018 et 2022. Donc ça a fait remonter quand même l'enjeu quantitatif et du cycle de l'eau. Donc il y a eu quelques travaux et quelques actions qui ont été conduites en partenariat. Alors par exemple avec la mairie de Murat, avec la démarche Tous acteurs de l'eau. Là on était plus sur des économies d'eau. Des travaux avec le monde agricole aussi sur de la récupération d'eau sur des bâtiments pour l'abreuvement, pour voilà, une utilisation sans nouveau prélèvement sur le milieu. Et donc, en fait, voilà, ce nouveau contrat territorial depuis 2024 a permis d'élaborer de nouvelles actions, de nouvelles pistes pour aller vers des solutions vraiment fondées sur la nature et essayer d'avoir des actions sans regret, en fait, ce qu'on appelle. Voilà. Alors, en pratique, c'est la mise en place on essaie de mettre en place un cadre technique et financier favorable, hein, auprès des porteurs de projets, notamment les communes qui seraient intéressées pour faire de la renaturation. Donc ça s'est passé par une sorte d'appel à projet simple, hein, par mail auprès des communes. Alors il y a eu assez peu de retours, c'est vrai. Mais quelques communes motivées, comme celle de Sainte-Florine, sont revenues vers nous en disant, bah voilà, nous on est intéressés, on veut développer tout ce qui est désimperméabilisation, renaturation sur notre commune. Comment vous pouvez nous accompagner là-dessus? Et on a également des écoles qui ont répondu présentes. Alors il y a l'exemple des cours Oasis, hein, qui existent aujourd'hui. Ingrid en parlera un peu plus dans la diapo d'après. Mais nous, notre entrée, c'était vraiment essayer d'avoir quelqu'un au niveau du syndicat qui puisse faire le lien entre plusieurs communes, apporter des éléments techniques, faire intervenir des gens qui sont spécialisés sur ces aspects-là. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a une chargée de mission qui a mis temps sur ces aspects pour accompagner les communes. Alors vous voyez sur les photos, c'est marrant parce que tout à l'heure, Philippe parlait de l'intervention au niveau du pied des arbres. Et on voit que il y a encore du boulot en fait, hein, puisque quand on voit du béton jusqu'au ras de l'écorce de l'arbre, on se dit il y a beaucoup d'approches à avoir sur la gestion de ces espaces-là. Donc aujourd'hui, voilà, on intervient auprès de 3 écoles et la commune de Sainte-Florine. Alors on n'apporte pas beaucoup de techniques auprès de Sainte-Florine, mais c'est plutôt le dispositif aussi. On a engagé alors on est sur un territoire engagé pour la nature qui a permis aussi de mettre à disposition les compétences de la Fredon au niveau de la commune et ce qui, on espère en tout cas, a été favorable pour la commune. Donc je te laisse la parole, Ingrid, si tu veux développer un peu plus cet aspect-là. Oui, bonjour à tous, je prends la suite. Donc du coup, notre accompagnement sur la commune de Sainte-Florine, elle se fait en deux parties. Donc il y a une partie sur vraiment l'accompagnement pour la désimperméabilisation des cours d'école. Avec un petit peu une méthodologie cours Oasis, une intervention dans les classes pour parler du cycle de l'eau, de l'importance en fait de ces espaces végétalisés qui permettent à l'eau de reprendre leur cycle naturel. Donc pour ça, voilà, on a fait des ateliers dans une classe pilote. Et le but, c'était de travailler avec les enfants pour qu'ils puissent, eux, nous expliquer comment est-ce qu'ils utilisent leurs cours d'école pour ensuite créer ensemble un nouveau plan d'aménagement de la cour qui permet à l'eau de reprendre son cycle. Donc là, voilà, on est au début aussi avec ces écoles du projet. Les ateliers ont été faits avec les enfants. On a des plans qui commencent à se construire. Et l'idée, c'est de vraiment aussi faire participer toute l'école, donc que ce soit les élèves, mais aussi le personnel éducatif encadrant et puis les agents techniques qui puissent eux aussi apporter leurs demandes, leurs questions sur cet aménagement de l'école. Donc moi, je suis là pour faire le lien entre toutes ces personnes et qu'on construise ensemble ces projets de réaménagement. Et notre deuxième appui, disons, pour Sainte-Florine, ça va être pour la construction de ce plan guide dont on vous a parlé juste avant. Donc voilà, c'est un appui vraiment, euh, disons pas vraiment technique, mais c'est plutôt permettre en fait une bonne collaboration entre la Fredon, Sainte-Florine et pour construire ce plan guide qui servira ensuite probablement pour d'autres communes, on l'espère. Donc voilà, c'est des petits apports par-ci, par-là, mais qui permettent de faire le lien et puis d'avancer ensemble pour l'élaboration de ce plan guide. Merci Bien beaucoup faire pour le cette... lien avec le cycle de l'eau. Pardon.
Non, pas de souci. Je vous ai interrompu. Où tu disais, David, de faire le lien avec le cycle de l'eau et puis avoir cette démarche intercommunale. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de dire que il y a quelques exemples de communes, mais l'idée, c'est aussi de partager ces exemples à l'échelle intercommunale et garder cette dynamique intercommunale parce que l'eau ne s'arrête pas à la frontière des communes, à la limite administrative des communes. Merci beaucoup Tout à fait. pour cette présentation. Vous restez là. Quelques questions qui ont été posées, notamment sur l'aspect désimperméabilisation, végétalisation. Je me retourne vers la commune de Sainte-Florine. Est-ce que ce travail-là a été réalisé en concertation avec les habitants? Et si oui, comment ça se fait avec les habitants? Alors, on vous écoute, Sainte-Florine. Je ne sais pas si... Alors, Ouais. excuse-moi Christophe, c'est donc la désimperméabilisation, c'est ça pour le... C'est ça, ouais, les chantiers de désimperméabilisation, on a vu plusieurs projets, on a vu des choses déjà mises en place. Est-ce que ça a été travaillé en concertation avec la population? Est-ce que les habitants ont été associés? Alors, mis à part le permis de végétaliser qui était Voilà. présenté. Alors, pas forcément associé. On a essayé de communiquer par d'autres moyens, mais pas forcément associé, non. Le seul format où on associe les administrés, c'est au travers du permis de végétaliser, comme tu le disais. Pas très fort encore. Et est-ce que dans cette démarche avec les écoles, parce qu'il y a un projet avec les écoles, c'est Oui. un travail collaboratif que vous avez mené avec déjà initié avec les enseignants, avec les élèves? Est-ce qu'il y a déjà un projet qui est en cours? Oui. Alors là, c'est plus la partie des. Alors nous, on est rentré en contact bien évidemment avec les enseignants et on leur laisse le soin d'aborder ce sujet-là auprès de leurs élèves et de les sensibiliser. Et sachant que nous, on peut être un appui technique si besoin pour les enseignants. Mais on laisse le soin aux enseignants d'aller communiquer auprès de leurs élèves ces démarches-là. Très bien, donc on reviendra vous voir pour voir comment ça s'est passé avec les enseignants. C'est des démarches qui se mènent avec plein de communes qui ont déjà initié ce type de démarche, mais on reviendra vous voir et on saura comment ça a fonctionné. Ouais, si je peux juste, ouais, Christophe, pardon, excuse-moi, c'est Oui, je t'en prie, David Le Sigal. Oui, pour compléter ce que disait Philippe par rapport à ça, donc Ingrid est intervenue auprès des écoles aussi. Il y a déjà eu des séances avec plusieurs ateliers, donc des petites choses qui sont ressorties et qui viendront appuyer des propositions par les enseignants auprès de la commune. Parfait. Et donc là, vraiment un travail de concertation nécessaire avec les enseignants et un moyen de communiquer auprès des habitants aussi, parce que les enfants sont aussi des relais auprès de leurs parents et de leurs grands-parents. Si tu veux, Christophe, on peut aussi évoquer un exemple qui est quand même assez typique de ces opérations de désimperméabilisation et d'équipement des cours d'école. C'est à Échirolles, c'est sur l'école Marcel David, où au-delà même du fait qu'il y ait une concertation et des démarches un peu itératives avec les enseignants et les enfants, l'école s'inscrit, ce projet aussi s'est inscrit dans la périphérie proche de l'école et dans un quartier. Et de fait, non seulement, évidemment, ça a impliqué l'école, mais ça a impliqué le quartier dans lequel les enfants, ou la majorité des enfants vivent. Et on se rend compte que derrière, il y a une autre démarche, une autre procédure qui fait que ça donne plus de poids à l'opération. Et en termes d'acceptabilité et d'appropriation par un plus large public, on a un exemple là qui est assez intéressant parce qu'il est expliqué. On vous mettra le lien, mais vous tapez sur le net, si vous tapez sur YouTube, vous trouverez École d'Échirolles désimperméabilisation. C'est assez intéressant et assez révélateur de nouvelles dynamiques et de nouvelles approches qu'on peut proposer. Merci beaucoup pour ces éléments. On a un dernier témoin, notamment avec une échelle intercommunale, c'est la communauté de communes Les Vals du Dauphiné. Je passe la parole, comme convenu, pour ce qui concerne la présentation de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, avec une vision sur les espaces de l'Interco, les espaces gérés par l'Interco. Thibaut, on vous laisse la parole, on vous écoute.
Merci. Oui, donc la communauté de communes des Vals du Dauphiné, on est basé en Isère. On a un peu plus de 65 000 habitants sur 36 communes et on a de ce fait beaucoup de zones d'activités parsemées un peu sur l'ensemble des communes avec beaucoup de foncier. Donc un travail sur la gestion de ces espaces, qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Bon, la définition, je pense, de la gestion différenciée, je pense que vous êtes plutôt tous au courant, je pense. Mais l'idée, c'est qu'on a fait un plan avec la Fredon, notamment, pour mieux gérer nos espaces verts, évidemment dans une démarche de développement durable et de biodiversité. Donc, on a pu faire un diagnostic de l'ensemble de nos zones, de classer un peu ces zones et les milieux qu'on avait, et faire un listing avec des préconisations. Et bon, un point spécifique aussi sur les plantes invasives, parce qu'on est un secteur où on est pas mal touché, vous le verrez par la suite. Ce qui nous permet du coup de généralement sur beaucoup de secteurs arriver à faire une seule fauche, généralement en septembre. Et donc ce qui nous permet évidemment de favoriser la biodiversité avec le respect des cycles naturels, de la pollinisation et un refuge pour la faune. Donc, comme je le disais, on a fait un plan de gestion avec la Fredon. Aujourd'hui, c'est un plan qui est plutôt bien respecté parce qu'on a eu un gros travail avec nos services espaces verts pour les sensibiliser, leur expliquer vraiment le pourquoi du comment et voir avec eux vraiment sur place, zone par zone, faire les délimitations, marquer là où on tombe, là où on laisse pousser. On a encore quelques zones, des fois, où on trouve qu'elles sont un peu trop entretenues. On a des tontes un peu excessives. Après, on a des retours aussi, des fois, d'entreprises qui ont du mal encore à comprendre pourquoi on ne tombe pas. Il y a une perception comme quoi on laisse un peu la zone à l'abandon, alors que c'est pas vraiment le cas et c'est pas notre volonté. Donc, des fois, il y a un peu des incompréhensions et on essaye de sensibiliser le plus possible là-dessus. Mais dans l'ensemble, ça se passe globalement assez bien. Donc voilà, en fait, comment ça se décompose zone par zone. On fait vraiment des délimitations au niveau cartographique. On met les secteurs où on entretient classiquement, on va dire, et les secteurs où on laisse vraiment la nature s'étendre, où on a une seule tonte généralement par an. Les limites qu'on voit aujourd'hui, donc comme je le disais, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'invasives. On est dans des secteurs avec énormément de renouées du Japon. Et donc, des fois, ça nécessite de faire plus de passages parce que la renouée s'étend très rapidement, malheureusement. On a également de l'ambroisie, c'est un peu moins contraignant. Là aussi, on sensibilise beaucoup pour faire les tontes au beau moment. Et on a aussi du solidage. Donc voilà, c'est aujourd'hui les problématiques qu'on a vraiment liées à la gestion différenciée. À côté de ça, on essaye aussi d'aménager nos zones un peu vertueusement. On fait beaucoup d'aménagement paysager, de plantation d'arbres. Et puis également de la plantation de haies, là aussi pour favoriser la biodiversité. C'est un des points où on met beaucoup l'accent. On accompagne également les particuliers financièrement sur la plantation de haies. Et, chaque année, on essaye de faire plusieurs kilomètres sur le territoire qu'on aménage. Et puis, deux autres actions un peu thématiques. La première, c'est une action nature en ville, où en fait, là, on essaye de travailler avec les communes qui sont volontaires pour faire tout un programme autour de la biodiversité sur leurs espaces. Donc ça va de l'installation de nichoirs à oiseaux, de gîtes à chauves-souris, création de mares, la plantation de haies, comme je l'ai dit.
Et là aussi, on a un travail avec les services communaux, les espaces verts sur la gestion différenciée et pour vraiment les sensibiliser à adopter un modèle de gestion et un plan un peu comme on a pu le faire sur nos ZAE. Et donc l'idée de décupler ça au niveau communal, c'est parfois un peu plus difficile parce que on a beaucoup de petites communes qui sont pas vraiment équipées en termes humains, donc ça se fait à plusieurs niveaux. Mais voilà, en tout cas, on essaye vraiment de sensibiliser les communes également là-dessus. Et puis d'être sur la slide suivante, d'être un peu exemplaire sur nos équipements. Donc là, par exemple, c'est une photo de une partie du parc de notre siège où, bon là, ça a été pris en hiver, mais l'été, on laisse vraiment pousser, on fait vraiment des délimitations, on installe un peu des choses pour vraiment développer la biodiversité et qu'on soit un peu moteur pour nos communes qui sont à proximité. Et puis, dernière action sur la sensibilisation aussi des particuliers. On décuple ce qu'on appelait des tutos de la biodiversité. Donc, c'est des petits flyers thématiques sur plusieurs aspects où les particuliers peuvent œuvrer pour développer la biodiversité chez eux. On en a fait sur le nichoir, sur préparer son extérieur. On en a encore qui sont en préparation sur la lutte contre le frelon asiatique, la lutte contre l'ambroisie également. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait vous dire à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que sur les espaces industriels, les zones d'activité, les autres zones qui sont de gestion intercommunale, on peut avoir cette gestion différenciée. Et donc, prenons un temps de questions-réponses avec les 3 intervenants qui sont passés. Tant qu'on vous tient sur les Vals du Dauphiné, plusieurs questions qui sont apparues. Quel est le service de la communauté de communes qui s'est chargé de mettre en place le plan de gestion différencié? Alors, c'est le service développement durable et environnement, en fait, qui regroupe beaucoup de secteurs, l'agriculture, la mobilité et le développement durable. Et dans ce service, on a un technicien biodiversité qui est vraiment en charge de ces questions-là, à la fois aussi sur la lutte contre les invasives et le développement de la biodiversité. Et puis on a un technicien ENS également, donc c'est un peu un binôme qui travaille là-dessus, en lien avec notre service Espace Vert. Est-ce que vous avez mis en place une collaboration avec les communes? On voit la communication que vous faites, la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels vous faites de la gestion différenciée et qui est en lien directement avec des espaces communaux qui Alors, vous permettraient de travailler avec eux directement, quoi? Aujourd'hui, on fait de l'espace où on est propriétaire, donc principalement sur les ZAE. Après, on accompagne les communes qui le souhaitent pour développer cette gestion, mais qui sera une gestion qui sera portée par les communes. Et on les sensibilise au quotidien, notamment dans nos commissions, etc., sur cet aspect-là. Mais on n'intervient pas en direct, par contre, pour les communes. Juste une dernière question sur la Comcom. Vous avez cartographié donc l'ensemble des espaces qui sont d'intérêt ou de propriété ou de gestion de l'intercommunalité. C'est ça, hein, c'est vraiment sur l'ensemble de ces espaces-là? C'est ça, c'est principalement 90-95% sur nos zones d'activité, en fait, où c'est nous qui sommes propriétaires d'une partie des espaces de la voirie et des parcelles qui ne sont pas encore commercialisées, où là, du coup, on a des espaces enherbés qui sont assez importantes. Je pousse la question en se disant comment vous avez réussi à convaincre les agents chargés de l'entretien sur la Comcom, parce que ça peut être parfois un peu compliqué. Ça n'a pas été simple et parfois sur certains secteurs, il y a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour réexpliquer, aller sur site, faire vraiment la délimitation avec des piquets au début pour bien montrer là on tombe pas, réexpliquer. Après, on a la chance d'avoir
également responsable service espace vert voirie qui est sensibilisé à ces questions-là et du coup qui fait aussi le lien, l'intermédiaire. Et aujourd'hui, ça fait depuis quelques années maintenant, et aujourd'hui, ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, ça a été beaucoup de rabassage pour vraiment faire comprendre le pourquoi et les bénéfices qu'on avait à faire ça. Très bien. Merci pour ces présentations, ces retours d'expérience et ces réponses aux questions. Je vous remercie 1000 fois pour votre participation et je passe la parole pour conclure ce webinaire à David Lafitte de l'OFB qui avait ouvert. David, on t'écoute. À vrai dire, moi, je n'ai pas envie de conclure, hein, j'ai envie de poursuivre. Hein. Je trouve que la dynamique locale et la dynamique régionale, elle nous inspire, elle est innovante, elle mobilise. Et je pense que c'est peut-être les clés de la réussite de la conservation et de la préservation de la biodiversité. Là, on travaille par effet cumulatif. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas qu'une seule collectivité qui doit s'engager. Mais je crois qu'on doit trouver collectivement l'ensemble des solutions qui nous permettront petit à petit de redonner un peu plus de biodiversité dans notre environnement au quotidien et au-delà. Et donc, moi, je retiens surtout de ces échanges la richesse et l'importance aussi d'avoir des espaces sur lesquels on peut partager, faire des retours d'expérience, je le redis encore une fois, inspirer les autres, démontrer, mettre en place alors, il n'y a pas de recette non plus, on le sait très bien, mais par contre, ça fait du bien que d'entendre sur certains territoires que des opérations ont réussi. Et je crois que quand des fois on a une petite perte de motivation ou peut-être on se dit qu'est-ce qui va faire que je vais faire le pas supplémentaire pour m'engager, je me dis que ce genre de webinaire tel qu'il a été construit par l'Afrodon, et je remercie Christophe en particulier, mais toutes ses équipes, mais je remercie aussi les intervenants parce qu'en fait, la qualité, l'intérêt et le sens qu'on peut donner à ce genre d'échange vient de la richesse et des débats et de la qualité des débats qu'on a eus et donc et des intervenants. Donc, sincèrement, je vous remercie. Je me dis que on est parti de loin, on voit qu'il y a une évolution qui est significative dans la gestion et pour des choses qui sont du quotidien, de notre proximité. C'est pas uniquement des aires protégées qu'on valorise, c'est pas uniquement des espèces protégées, c'est notre environnement d'une manière générale. Et ça, je trouve qu'il faut se féliciter, mais collectivement. Tout à l'heure, on disait on remercie les services d'État pour nous aider. Moi, je dis pas ça. Je dis on remercie tout le monde et les collectivités pour engager les changements transformateurs, pour initier et montrer l'exemple et accompagner aussi les bonnes initiatives qui peuvent porter par tout un chacun. Et c'est en ce sens-là que, sincèrement, moi, je vous remercie et j'ai bien noté que il y aurait les références techniques, qu'il y aurait les liens mis à disposition et que ça va après un peu de temps de réflexion. Hein. Le temps de réflexion, c'est important. On reviendra, ou en tout cas, ils reviendront vers vous, vers l'Afrodon, vers Arthropologia, voir les collectivités qui se sont prêtées au jeu, pour se nourrir tout simplement de toutes ces expériences et ces bonnes pratiques. Donc voilà, moi je vous remercie sincèrement. Des fois, on s'interroge sur le sens de ce qu'on peut faire. Là, je ne m'interroge absolument pas. Je sais que ce qui a été fait aujourd'hui, grâce à vous, ça a du sens, ça a de l'intérêt et c'est la voie qu'il faut poursuivre. Voilà, je vous remercie tous et si vous le permettez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Voilà, à très bientôt.